Et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette première diffusion de la balado SFTV pour 2021. Il est déjà 8 heures, donc vous êtes confortablement chez vous. On est très content d'être présent Bon, de retour pour moi je cette m'en vais me année. coucher. Salut! Non, Luc, toi, t'es confortablement debout. Donc, on va te laisser dans cette position-là. On sait que tu apprécies beaucoup. Comme à l'habitude, très content d'être présent. Mon nom est Olivier Turcotte, à m'accompagner, comme je viens de mentionner, Luc Carbonneau, Pierre-Luc Dallaire et Éric Godot-Drapeau. Bonsoir, messieurs. Eh bien, le bonsoir. Bonsoir. Et donc, on a quelques sujets. Évidemment, on va commencer, comme à l'habitude, par le traditionneux, c'est-à-dire la course automobile réelle et la Formule 1. Premier sujet, je veux qu'on en parle rapidement, en fait. Hamilton qui n'a pas encore signé avec Mercedes. Et les rumeurs disent que on considère aller chercher Russell sur une échelle de 1 à c'est impossible. Qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, avant Noël, j'étais à 1. Non, à -2. Là, je suis rendu à 4. On est quand même. En fait, je vais être à 3 parce que je ne m'attends pas à ce que la saison commence réellement au mois de mars. Ça, c'est mon feeling. J'ai Elle ne comme commencera l'impression. pas au mois de mars, c'est déjà confirmé. C'est confirmé à cause qu'on a annulé l'Australie. On débute le tour. Reporté. Oui, c'est vrai. On reporte au mois de novembre. Mais on a signé le plus gros morceau qui dépendait réellement sur le fait de maintenir Lewis Hamilton chez Mercedes, c'est-à-dire Toto Wolff. On l'a signé pour 3 ans. Et là, on se retrouve qu'on n'a pas encore signé Lewis Hamilton. On est le 13 janvier à 8h04. Comment l'horloge, là? Tu sais, il y a l'horloge de la fin du monde, là. Mais là, on commence à se rapprocher pas mal de minuit là, au niveau de Lewis Hamilton et de Mercedes. La seule affaire qui m'inquiète, puis je pense pas que ça soit le cas, ça serait que Russell serait en train de faire des pressions en arrière, en disant moi, ça me tente pas d'aller courir chez Williams l'année prochaine. Mais encore là, moi, j'ai pour mon dire que tu as un pilote comme Bottas qui signe à l'année. Donc, année après année, il signe son contrat. Donc, rendu là, pourquoi qu'on sacrifierait un Lewis Hamilton qui a remporté 7 championnats, qui est encore excellent derrière sa Mercedes, pour le perdre pour aller chercher Russell, qui de toute façon va rentrer dans l'échiquier de Mercedes dans les années qui vont venir, quand ils vont se décider de se débarrasser de Bottas, parce qu'on s'entend que... Ouais, la réponse en fait est très simple, c'est une question monétaire présentement, pourquoi ça achoppe. On demande, je me souviens que c'est 40 millions par année du côté d'Hamilton, plus une partie des monts, je pense à un 20%, C'est un euh, 10% des bourses. 10%, c'est 10 ou 20%, je me souviens plus, merci beaucoup Luc pour la précision. Et Et je c'est pense 40 millions qu'on... d'euros. 40 millions d'euros, merci beaucoup. Et on demande, je pense, un certain pourcentage en plus de l'équipe, si je me trompe pas. Donc, vraiment, les demandes qui peuvent apparaître disproportionnées pour certains, et c'est ce qui expliquerait pourquoi, présentement, on est au point mort à l'heure actuelle, dans les négociations entre les deux parties. Je veux comprendre que les restaurants sont pas ouverts principalement en Grande-Bretagne par les temps qui courent, mais c'est pas une raison pour s'empiffrer à la face dans les restaurants rapides. Ça, je pense que Lewis Hamilton devrait l'apprendre assez rapidement, là. Faudrait calmer un peu son appétit. Je suis conscient que Michael Schumacher était vraiment les standards de Lewis Hamilton. Dans Ah l'épopée oui. moderne, là, c'est Michael Schumacher qui est vraiment la référence. Maintenant, la réalité n'est plus la même. Il y a un plafond salarial avec lequel les équipes doivent composer et Lewis Hamilton doit être conscient également que jusqu'à un certain point, puis il est peut-être conscient justement parce qu'il s'en sert comme pouvoir de négociation, parce que les équipes peuvent théoriquement moins dépenser au niveau de ce qui est la voiture, mais on ne touche pas trop au niveau des salaires des pilotes. J'ai comme l'impression que Lewis Hamilton se sert de ça également pour juste pour arriver comme à Noël, là, puis prendre, au lieu de prendre un tiers de la bûche, il essaie de prendre la moitié puis le trois quarts de la bûche. Mais là, il faudrait qu'il reste quand même pas loin du tiers de la bûche pour être raisonnable. Moi, personnellement, je m'attends à ce que dans les prochaines semaines, ça soit chose réglée. Je vois pas en quoi là, Mercedes vont pouvoir se départir d'un Lewis Hamilton. Ils ont déjà vu leur ancien champion du monde lever le fly après 2 saisons, un certain Nico Rosberg. Mais en même temps, la comparaison n'est pas là. Pour moi, Hamilton, c'est une question de temps. Il étire la sauce justement pour aller chercher le plus d'argent possible. Et on dit Lewis, mais il faut pas oublier que
pas Lewis nécessairement qui fait ça, c'est son agent. Là. Je veux dire, il y a une équipe derrière lui qui essaie de soutirer le plus d'argent possible aux manufacturiers allemands, puis il est dans la meilleure position possible. Il est 7 fois champion du monde. S'il en signe pour un autre, c'est possiblement un championnat qui serait historique. Il y a personne là, qui va pouvoir dire à Lewis reste chez vous. Là. Ben, moi, je vais juste te dire ceci, puis je vais te faire plaisir, Eric. Pour un pilote qui mentionne que c'est important l'environnement, c'est important l'égalité, c'est important l'équité, on va dire qu'à 40 millions d'euros d'offres sur la table, là, quand même que tu as un agent qui te représente, tu fermes ta bouche puis tu apprends pareil, là, 40 millions d'euros. Fait que Bon, c'est- pour quelqu'un pas qui joue sur deux volets différents, mais qui montre un visage, puis quand c'est le temps d'être. Tu sais, on s'entend que 40 millions d'euros, ça fait quand même de lui le pilote le mieux payé du championnat. Et Puis de moi, je loin. pense même. Puis Michael Schumacher, si je ne me trompe pas, c'était 50 millions de dollars US à l'époque. Alors déjà là, je pense que Lewis Hamilton gagnerait même un peu plus que Michael Schumacher si on fait tout le transfert au niveau des valeurs monétaires. Tu sais, à un moment donné, là, tu t'amuses à être une image de marque, à être un exemple. Ben, des fois, l'exemple que tu désires être, il faut que tu prennes des décisions qui ne vont pas nécessairement tout le temps à ton avantage. Puis je pense qu'au niveau de Lewis Hamilton, on est peut-être rendu là. Parce que, comme je te dis, Eric, si ça avait été vraiment une question de son agent et de lui, et surtout plus de son agent, ça ferait longtemps que le contrat serait réglé. Si Lewis Hamilton veut son 8e championnat, il dit parfait, moi, je bats Michael Schumacher, merci beaucoup, je lève les feutres. Là, c'est pas ça qui se passe, pas l'agent qui veut. Là. C'est Lewis Hamilton qui se dit envoie, prends-en. Ben écoute, mon homme, tu veux qu'on course tous ensemble, il faut que tu fasses ta part aussi. Tout à fait. Puis dans ce cas-là, tu sais, tu disais que pour lui, l'équité, l'égalité, c'était de quoi qu'il prônait, c'était dans ses valeurs personnelles. Déjà là, salarialement parlant, s'il demande 40 millions, si je me trompe pas, c'est 10 ou 15 millions de plus que le deuxième meilleur payé qui est derrière, puis qui est Daniel Ricciardo, je crois, à 25 millions de dollars. Il Si me vous semble que saurez me le oui. confirmer. C'est 25 millions que Ricciardo gagne. Puis là, on ne calcule pas qu'il va chercher des parts sur l'argent gagné au championnat, toutes les demandes externes Et qui les commandites. demandent, les commandites. C'est sûr que Schumacher, pour revenir à Schumacher, là, je pense que ça oscillait 70 millions, genre tout inclus, là, il gagnait beaucoup. Je comprends qu'il veut se rapprocher de ça, mais c'est un petit peu ridicule versus où ce que la Formule 1 veut s'enligner dans les prochaines années. Il serait peut-être mieux de réduire la part du gâteau un peu. De toute façon, on s'entend. De l'argent, il y en a. Sauf qu'on est, on est en négociation, messieurs. Donc, en négociation, tu vas pas réduire ta demande immédiatement. Ton but, c'est de mettre ta demande initiale et ensuite, les deux vont arriver, converger vers une entente. Ouais. Le problème, c'est que la convergence, on la sent pas à l'heure actuelle et c'est là le problème principal. Oli, avant que Michael Schumacher prenne sa retraite, pense 5 secondes à ne pas voir Michael Schumacher avoir un contrat signé avec la Scuderia avant un début de saison, par exemple en 2005, en 2003. Penses-tu sérieusement que ça aurait été quelque chose qu'on aurait pensé réellement, que Michael Schumacher C'est arrivé en 2007, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais en 2007, mais il a pris sa retraite après. C'est une retraite. Je suis désolé, la Scuderia n'en voulait plus. Ouais, non, Sur 2 défaites consécutives, ouais, exactement. Voilà. Sur 2 défaites contre notamment Fernando Alonso. Oui, mais le branding Schumacher existait quand même. Ouais, mais le point, c'est que si c'est ça, on l'a su quand même assez rapidement que Schumacher ne revenait pas en 2007. Là, on se fait nier. Je veux dire, ça tarde. C'est là la différence. C'est que dans un cas, c'était clair, net et précis. Avant la fin de la saison, on savait ce qui arrivait. Tandis que là, c'est juste pour avoir encore plus d'argent. T'aurais-tu vu vraiment Michael Schumacher rester encore patienter autant que ça avant de signer un contrat pour avoir plus d'argent? J'ai un petit bémol, je vais terminer avec ça. Il faut faire attention, par exemple, parce que la saison s'est terminée au mois de décembre. Hein. Dans ces années-là, les saisons se terminaient fin octobre. Donc là, il y a 1 mois et quart, 1 mois et demi de différence à ce qu'on avait il y a 15 ans. Puis là, le jeu est quand même mince puisqu'ils veulent reprendre au mois de mars. On parle de 3 mois, on parle pas de 4 mois et demi à 5 mois. Là. Ça peut jouer un peu pas sa job. Ouais. Il y a tout plein de facteurs. Là. C'est ça qui arrive. Ouais, Parce que la saison, comme tu le mentionnes, n'est pas prévue à mes yeux pour commencer avant le mois d'avril. Donc, pour Lewis, c'est pas une question de s'assigner demain matin ou la semaine prochaine. Bon, il y a encore du temps pour aller extraire ce qu'il peut aller extraire. Est-ce que c'est noble? Est-ce que c'est
morale. Quand tu as 7 championnats du monde, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va te dire quoi faire. Mais à un moment donné, Mercedes va peut-être être arrivé. T'as voulu nous niaiser, les grands? Ben, nous autres aussi, on est capable de niaiser le Russell. Il est temps. Lewis, ciao, bye. Ça se peut que c'est ça qui va arriver aussi, là. Tu sais, à un moment donné, quand tu joues trop avec le feu, tu vas finir par te brûler. Puis, messieurs, comment est-ce qu'on le voit autant en F1, en NASCAR ou encore au hockey? Parce qu'on aime tout le hockey, là. On s'entend-tu que des fois, quand tu joues trop avec le feu, tu te brûles en maudit? Ben là, plus qu'on avance, plus que Lewis Hamilton commence à grossir son feu, puis plus tu grossis le feu, moins que tu as le contrôle. Ouais, Considérant qu'il n'y et a pas d'autre écurie pour le signer, effectivement. Il Et joue avec voilà. le feu un peu. voilà, donc là-dessus, on va conclure cette partie-là. Justement, Eric, tu amènes un très bon point, et c'est là que je veux qu'on se dirige, donc du côté du calendrier. L'Australie a annoncé la semaine dernière donc qu'elle reportait son Grand Prix du côté de Albert Park à Melbourne à la fin de la saison, donc vers le mois de novembre, dû entre autres aux cas de COVID là, qui sont beaucoup trop élevés en Australie. Donc la première épreuve de la saison, c'était du côté de Bahreïn et la Formule 1 a fait un calendrier, je crois que c'était hier, donc mardi le 12 ou lundi le 11, je me souviens plus exactement, où justement on a annoncé que Bahreïn allait débuter la saison. Les tests pré-saison vont se dérouler à Bahreïn également. Je crois que c'est à la fin février, si je ne dis pas de bêtises. Également, on annonce le retour de Portimao. Ah non, je m'excuse, on m'a dit Imola. Oui, Imola qui va revenir. Donc, je crois que c'est la troisième épreuve de la saison en remplacement de la Chine, qui pourtant, Deuxième épreuve. la Chine aurait supposément réglé son problème de coronavirus. Je dis ça comme ça. Je pense que ça envoie un petit signal que ça va pas si bien que ça du côté de ce pays-là. Non, et la première annonce qui a été faite, en fait, c'est justement le retrait du Grand Prix de Shanghai qui, pour une deuxième année consécutive, n'apparaîtra pas sur le calendrier. Que ça commence à Bahreïn, bon, ça c'est. Ça a déjà été fait dans le passé. On remplace Melbourne qui ne peut accueillir le. Ça, je pense que c'est pas mauvais. Imola qui vient boucher le trou. Logistiquement parlant, ça fait plus ou moins de sens. Parce qu'on a encore la troisième épreuve qui est TBD, Portimao. Mais la logistique tendrait à pousser, bon, Bahreïn, on s'en va en Italie, ensuite on s'en va à Portimao puis à Barcelone. Ça semble ce qui serait le plus logique. Si la Formule 1 nous envoie une balle courbe, bon, tant mieux. J'adore les surprises. J'haïrais pas Portimao, j'haïrais pas un circuit un peu plus surprenant. Mais en même temps, comment tu disais ça? Nürburgring? Pas au début de la saison. Non, c'est vrai qu'au printemps, en Allemagne, ça risque d'être un petit peu plus... T'es quand même au mois de mai, là. T'es plus rendu nécessairement. Ben, t'es fin avril, début mai. Est-ce que tu ferais un Grand Prix à Montréal au début mai? Est-ce qu'il y a de la neige? Toi, ta réponse, c'est dans les montagnes de l'Eiffel. Je suis désolé, il y a encore un peu de neige à ce moment-là. Le Nürburgring est un petit peu trop... Hockenheim, je donnerais le bénéfice du doute. Mais ils ont fait un Grand Prix là au mois d'avril en 96. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas répété l'expérience l'année d'après. Mais la seule chose que je te dis, c'est que c'est possible à fin avril, début mai, dans ce coin-là de l'Alsace, pas loin de l'Alsace en France, là, dans la partie sud-ouest de l'Allemagne, tu es capable quand même de tenir un Grand Prix au mois d'avril, début mai. Est-ce que tu vas avoir du 25 degrés? Non. Est-ce que tu vas avoir du 12-15? Oui, tu peux tomber là-dessus. Mais de l'autre côté, l'année dernière, on a eu du 2-3 degrés. Dans une période équivalente de l'année. Donc, je veux dire, est-ce qu'on veut répéter l'expérience encore une fois du côté de la Formule 1? Je suis pas vraiment sûr. Donc, il y a ça. Également, de l'autre côté, Monaco n'est pas encore annulé. Et Montréal non plus. Et Montréal, je vous rappelle qu'au Canada, les restrictions pour les voyages. Et j'ai pas encore fini de monter, là. Je suis rendu au bout de mes bras, j'ai pas encore fini de monter. Donc, elles sont déjà hautes à la base, elles sont renforcées encore plus. Est-ce qu'on va vraiment avoir un Grand Prix à Montréal? J'aimerais ça dire oui, là, mais. Ben, là, j'ai mon petit point où est-ce que Oui, au niveau des voyages, il y a de la restriction. La Ligue nationale de hockey, par exemple, a limité la division à une division pan-canadienne. On touche pas aux États-Unis. Par contre, le Québec, de plus en plus, très tranquillement, commence à ouvrir des possibilités d'événements sous des bulles restreintes. On pense aux bulles du junior majeur, on va penser au tournage, on va penser à certains événements qui ont quand même lieu sous des bulles. Liberty Media, je crois, et la FIA a démontré que leurs bulles sont étanches, sont sécuritaires. Est-ce que
François Dumontier va pouvoir tirer un lapin de son chapeau, convaincre François Legault que c'est un événement qui pourra avoir lieu, sachant que les retombées économiques vont être nulles, parce qu'il n'y aura pas de soirée sur la rue Crescent, il n'y aura rien, là. Oubliez ça, là. C'est le grand... Ils viennent courser, ils repartent, là. Donc... Il y a un problème avec ce que tu viens de mentionner, par contre, Eric. Malheureusement, il n'y a qu'une semaine entre le Grand Prix d'Azerbaïdjan et celui du Canada. Même dans les meilleurs cas, le gouvernement fédéral a toujours demandé une quarantaine de 2 semaines. Ouais, mais c'est là que tu oublies les fameux tests. On s'entend-tu que la F1, là, avec toutes leurs bulles qu'ils ont eues, tous les tests qui ont été faits avant les Grands Prix, depuis le début de la reprise des activités au mois de juillet, on s'entend que la F1, c'est pas les tests qui manquent, c'est pas les mesures restrictives qui manquent également. Je veux dire, tout le monde est buckle up, t'arrives sur le circuit, c'est ton masque obligatoire, c'est non négociable. Même chose pour les journalistes. Combien de fois qu'on n'a pas vu une seule fois un journaliste de Sky Sports, à moins de conditions exceptionnelles, ne pas avoir un masque autour des garages des équipes. Donc, de ce point de vue-là, vous avez vraiment une preuve pour arriver devant les différents ministères de la Santé pour dire, écoutez, vous voyez ce qu'on a fait depuis le début du mois de juillet. Vous voyez les cas, on les a très bien vite réparés, on les a très bien manipulés, on les a très bien isolés. On a démontré qu'on est capable de bien travailler. Moi, je ne vois pas du tout sur quelle raison on dirait vous n'avez pas le droit de venir. Surtout qu'en plus, majoritairement, ce sont des avions de fret pour le déplacement du matériel. Et en plus de ça, les équipes, je pense que depuis l'instauration également, le retour en activité, on voyage littéralement dans des bulles également. Donc, vraiment, si on a une peur, une grosse peur pour la tenue de l'événement sportif en tant que tel, sérieusement, j'ai des gros points d'interrogation parce que je me dis qu'il n'y a aucune raison de la façon dont on roule depuis le mois de juillet pour dire que ça ne fonctionne pas. Par contre, si tu poses la question, est-ce qu'il va y avoir des spectateurs? Oh, là, moi, je pense pas. Je dirais peut-être qu'on serait peut-être autorisé à amener peut-être 5000 parce qu'on est à l'extérieur et bien éparpillé à travers le site et les conditions seraient probablement très rigides. Métro de Montréal. On oublie ça. Et voilà, exactement. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y aurait de spectateurs, mais pour la tenue du Grand Prix, je pense fortement que ça va avoir lieu, mais sans spectateurs. Le seul espoir à mes yeux que le Grand Prix a, et là, je vais rentrer très, très légèrement, pas plus longtemps que ça dans la politique, je vais faire plaisir à Oli, mais il va m'en remettre à l'ordre assez vite. Étant donné que Liberty Media et la Formule 1 sont une entreprise privée qui débarquent, veulent faire un événement, repartent, ils ont plus de chances que une institution dans le public. On voit ce que le sport universitaire, le sport collégial mange comme volet en ce moment. On va s'entendre pour dire que la Ligue nationale a eu son veto, le junior majeur a eu son veto, c'est l'entreprise privée. Donc, c'est l'espoir que je me garde que peut-être on aura un Grand Prix. Mais ça reste c'est entre les mains de François Dumontier. Le seul problème avec la Ligue nationale, et là je vais rentrer un peu avec le championnat du monde junior qui a eu lieu, dans les deux cas, le fédéral a demandé et exigé une quarantaine de 2 semaines. Et pourtant, les joueurs étaient relativement en bulle avant d'arriver au niveau du championnat du monde junior. Et on a quand même obligé la tenue de ces bulles-là, même à faire manquer des matchs à ceux qui sont arrivés un peu plus tard. On a eu Tim Stützle, par exemple, du côté de l'Allemagne, a contribué à à la défaite de son équipe de 14-1, je me souviens bien. 16-2. 16-2. Donc, vous voyez où je veux en venir. C'est là l'inquiétude que j'ai. Je ne crois pas, malheureusement, que le fédéral va donner une exception, parce qu'une exception, Trudeau a déjà, là je vais rentrer encore une fois dans la politique, Justin Trudeau paraît déjà faible au sein d'un certain électorat, d'une certaine démographie. En faisant ça, il veut paraître plus tough. Relâcher ça, il paraîtrait plus faible. Donc, je ne crois pas, malheureusement, au niveau politique, que ça va se faire. Même si vos arguments, je veux dire, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais à cause de ça, je vois pas comment ça pourrait arriver, malheureusement. Pour quelle raison que le Canadien joue en ce moment? C'est qu'il y a des conditions qui est autorisé de jouer. C'est qu'on joue dans un espace où il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de spectateurs. Mais il y a une quarantaine de 2 semaines avant. Ils ont eu la quarantaine de 2 semaines en rentrant au pays. C'est l'importation au pays le problème. C'est pas le fait de tenir le Grand Prix. Ça, c'est un détail. Ça va se faire. Mais c'est parce que mais si tu veux pas rentrer au pays, comment est-ce que tu veux tenir un Grand Prix? Oui, mais c'est parce que la différence, c'est que les joueurs n'étaient pas dans une bulle. Ils arrivaient de différents milieux. Là, tu es dans une bulle même. C'est comme si on prenait la bulle de Toronto et on la déménageait à Edmonton, comme qu'on a fait lors des séries éliminatoires. La seule chose qui change, c'est qu'on passe d'un pays à un autre, mais la bulle elle-même reste identiquement la même. Alors, je ne vois pas, il est où le problème à ce point-là? Il n'y a pas de problème en théorie. En pratique, c'est que le pays
va empêcher le fait de ce que ça se déroule. C'est là que ça va choper. C'est pas au niveau du provincial, c'est pas au niveau du Grand Prix, c'est pas au niveau de Montréal. C'est au niveau du fédéral que ça va choper. J'allais dire, Luc, le problème n'est pas la logique. La logique est là, l'idée est bonne, la structure est là. Liberty Media ont démontré depuis la saison dernière que, outre quelques cas très isolés, Rice, Stroll, Hamilton, qui l'a eu à part ça? Je pense que c'est tout. T'as 3 pilotes, puis t'as sûrement eu du staff qui n'ont pas passé dans les médias, puis ça, c'est correct. Mais reste quand même que le gros bout du bâton, c'est plate. Il est entre les mains du gouvernement fédéral. Lui a le point là-dessus. Le provincial peut peut-être japper un petit peu, mais techniquement, avec ce qu'on voit avec la Ligue nationale de hockey, les gouvernements sont ouverts à ce qu'il y ait des activités culturelles, quelque chose pour que les gens se divertissent, même s'ils ne pourront pas être sur place. Le seul défaut du Grand Prix, comme je le mentionne, c'est les traditions puis tout ce qu'il y a autour. Les gens ne pourront pas aller sur Crescent, ils ne pourront pas aller dans les clubs, ils ne pourront pas aller voir les... Tu sais, ça vient enlever un gros morceau culturel à l'événement. C'est clair que ça enlève un gros morceau culturel, mais c'est plate, on n'est pas en temps normal. Puis on se répète depuis le mois de mars. J'ai-tu hâte, moi, le premier, de retourner dans les portes ouvertes du Grand Prix en 2022. J'ai hâte de ça en maudit. Mais à un moment donné, si tu veux avoir des choses pour combler, il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices et ça en fait partie. Et l'autre question aussi, c'est qu'on sait très bien que François Dumontier fait ses frais en ayant des spectateurs sur le site. Donc, François Dumontier qui mentionnait qu'il voulait travailler très fort pour avoir des spectateurs lors de la prochaine édition d'un Grand Prix. C'est clair, net et précis que ça va être très difficile de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Par exemple, si, mettons, la F1 obtient les droits de venir au Canada, le point faible n'est plus maintenant le fédéral, puis l'autorisation d'introduire d'arriver au pays, mais le point d'interrogation devient au niveau monétaire. Est-ce que François Dumontier va recevoir des appuis financiers? Est-ce qu'il va avoir une entente avec Liberty Media, par exemple, pour éliminer des coûts aussi? C'est tout ça aussi également qu'il va falloir prendre en considération, qui fait en sorte que c'est peut-être plus là que ça va choper qu'au niveau du fédéral. En effet, intéressant ce dossier-là. D'ailleurs, on va y revenir au courant de la période qui va mener vers le Grand Prix. Donc, c'est un sujet qui n'est pas clos du tout. Par contre, on va passer au prochain sujet parce qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. Et rapidement, donc la grosse nouvelle, la bombe du côté de Renault/Alpine. Cyril Abiteboul qui rencontre son ami Bob. Bye bye! Il n'est plus manager de l'équipe. Il me semble qu'on a annoncé un remplacement. Est-ce que ça se peut? Oui, on avait annoncé en tout cas, il y a des noms qui circulent. J'ai pas ces noms-là parce que vous comprendrez que si je regarde mon écran et que je vous regarde vous, il y a comme un manque de coordination quelque part. Mais il y a un remplaçant. Mais ma petite joke, c'est qu'est-ce qu'on ferait pas pour éviter de se faire un tatou? Oh! Oh mon Dieu! Moi, je l'ai normalement, il est censé avoir un remplaçant qui a déjà été annoncé ou qui devrait être confirmé d'ici les 2 prochaines semaines. Ça va être Flavio, voyons. Merci de me voler ma blague, j'allais dire. Et je l'ai mentionné à la blague dès que ça a été annoncé du côté du départ de Cyril Abiteboul que bon, allons-y, on revient, tant qu'à faire. On va ramener Flavio Briatore, puis d'un coup parti, Esteban Ocon. Bye-bye aussi, on va ramener Nelson Piquet Jr. Ah ouais, donc. Ben oui. Hashtag CrashGate 2021. Ah, c'est Laurent Rossi qui a été nommé comme remplaçant. De toute façon, il manquerait juste à ramener Nelson. Sa sœur est toujours dans les paddocks. Fait que... Moi, messieurs, je vais vous mentionner juste un truc pour ce qui est de Cyril Abiteboul. Je vais vous résumer en quelques mots son passage en Formule 1. Il l'a mentionné clair et net qu'il voulait arriver chez Renault en disant... Il est arrivé chez Renault en disant qu'il voulait être dans le top 3. On s'entend. Malheureusement, pour lui, c'est 2 podiums et il perd 3 contrats de moteurs, manufacturiers moteurs, c'est-à-dire Toro Rosso, Red Bull et tout dernièrement McLaren. C'est malheureusement la seule affaire que je peux dire de Renault. Ça n'a pas été Malheureusement, ça n'a pas. Il n'y a pas eu d'étincelle. Il n'y a pas eu d'étincelle avec ça. Je vais mettre un bémol parce que
Pitbull est le team boss de l'équipe de Formule 1, n'est pas en lien au manufacturier. Oui, il est en lien avec le manufacturier. Oui, en lien et- direct. Oui, Presque direct. Il faisait partie de. En fait, il était à la tête du groupe Renault Sport. Donc, il était carrément associé avec la partie moteur également. Un peu comme Toto Wolff est un peu associé également à tout ce qui est partie motoriste là, du côté de McLaren, du côté de Mercedes, je m'excuse. Donc, on a vraiment la même structure qui se répercute avec 30% de plus parce qu'il faut payer des salaires français ou des salaires allemands. C'est la différence principale là, du côté de Renault dans les faits. Blague à part, par contre, donc. C'est un peu particulier. J'ai hâte de voir comment on va se débrouiller de ce côté-là avec une voiture bleue. On se rappellera. Elle va devenir bleue avec la marque Alpine. Donc, vraiment à surveiller de ce côté-là. Et Luc, je pense que tu voulais rajouter un petit quelque chose. Ça se peut-tu? Non, c'est juste que je viens de comprendre ta blague du 30% au niveau salarial français. Et aussi un peu de grève, mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, allons du côté de l'IndyCar rapidement. En fait, la nouvelle principale. Début de saison qui est reporté encore une fois à Saint-Pétersbourg, pardon. Ce début de saison qui va être reporté probablement un peu comme on l'a fait cette année. Plutôt en 2020, on va reporter vers la fin de la saison. Soit finir la saison là ou vers la fin de la saison. Et d'ailleurs, avant de vous laisser discuter un peu de ça, avez-vous entendu parler des petites rumeurs concernant les épreuves californiennes qui seraient tenues à la fin de la saison en IndyCar? Ouais, ben c'est ça, parce qu'on parlait de Long Beach qui était censé se tenir au début du mois d'avril, et là, avec tout ce qui se passe présentement en Californie, on songerait à décaler le tout là, avec un peu plus tard dans la saison. Avec Laguna Seca, faire 2 courses de suite, là, Laguna Seca et Long Beach à la fin de la saison. Il resterait juste Saint-Pétersbourg à placer quelque part à ce niveau-là pour pouvoir avoir un semblant de calendrier qui aurait du bon sens. C'est sûr et certain que la situation aux États-Unis est particulière. Encore une fois, on va commencer par traverser le 20 janvier avant d'essayer de penser qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois. Mais c'est sûr que les IndyCar, encore une fois, ont l'avantage de ne pas avoir à se promener dans différents pays. Ils restent quand même aux États-Unis. Il y a certains États qui sont très lenient, voire trop lenient. On regarde l'Alabama hier. Ouais, bah disons qu'on fera pas la liste là, de qui en fait trop, qui en fait pas assez. Mais au final, c'est sûr que la période actuelle, c'est un petit peu le branle-bas de combat. Et on espère, du côté de l'IndyCar, qu'en repoussant quelques dates, on va avoir l'esprit tranquille, comme ça a été le cas à l'été dernier, où est-ce que le NASCAR va recommencer. Il va y avoir d'autres séries qui vont tourner, la terre battue va repartir, etc. On va avoir des raisons pour dire, bon, ben si eux le font, nous, on est capable de le faire. C'est ce que je crois que l'IndyCar essaye de se placer. Ils veulent pas être les premiers. Ils veulent pas être ceux qui vont casser la glace. Ils veulent être parmi les autres disciplines automobiles qui vont avoir des événements cet été aux États-Unis et faire en sorte, justement, qu'ils vont pouvoir les tenir là, de façon sécuritaire. Et c'est le NASCAR qui va ouvrir le bal, dans le fond, encore. Ben, à l'exception des 24 heures de Daytona, c'est NASCAR qui va encore ouvrir le bal. Voilà. Et d'ailleurs, NASCAR, eh bien, profitons-en pour aller de ce côté-là pour terminer notre segment course automobile réel. Donc, Raphaël Lessard a confirmé une confirmation en fin de semaine dernière. Saison complète qui est confirmée. Il reste le financement, par contre, qui est à boucler. Là, ça, c'est pas encore fini à 100%. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai bien aimé GMS Motorsports. C'est le beau jeu de mots qu'ils ont fait. Ils ont donc dévoilé la voiture d'Alex Bergeron. Je m'excuse, Raphaël Lessard. Bergeron, on en parle dans quelques instants en virtuel, évidemment. Donc, ils ont dévoilé la voiture de Lessard qui est aux couleurs de Canac, ce que une autre équipe n'a jamais voulu faire. On les nommera pas. Ils ne méritent pas d'être nommés. Et ils ont dit comme jeu de mots, Let's Canac the Dots ou quelque chose du genre. C'était très drôle. Des gars de Bravo, justement, des médias sociaux. Ben, JMS, depuis l'arrivée de Lessard, ils ont un petit sens de l'humour. Il y a des petites blagues en français, des petites pointes comme ça que je trouve très drôles, très, très appréciées. Ça a même une petite couleur, là, ça a même une petite ambiance là, que je suis sûr qui se répète dans les paddocks puis dans l'arrivée de Raphaël au sein de l'équipe. Là. Je pense que les gens de JMS sont contents d'avoir un pilote de son calibre qui va rejoindre leur formation. On vient d'enlever littéralement un gros morceau à KBM qui s'en est un petit peu départi. Moi, j'ai hâte de voir parce que GMS était dominant l'an dernier. S'ils le sont encore cette année, je pense qu'ils viennent de faire tout un pied de nez là, à leur compétition. Et en même temps, reste que ça donne de la visibilité à notre jeune pilote de se faire aller, de faire aller son talent
Moi, je pense que c'est que du positif là, pour la saison de Raphaël Lessard. Et quand Lessard s'est joint à l'équipe de développement Toyota et Kyle Busch, je ne pense pas qu'on a vu une aussi grande ouverture, ou du moins le- une preuve de tenter de varier. Je pense pas qu'on avait eu l'approche que JMS semble avoir en ce moment avec Lessard. Par exemple, on parle des blagues, les phrases en français qu'on écrit sur les différentes plateformes des médias sociaux quand il est question de Raphaël Lessard. De mémoire, j'ai pas vu ça de KBM et du secteur développement de Toyota là, lorsque Raphaël Lessard était sous cette égide-là. Donc, moi, je trouve que ça démontre une ouverture. Ça démontre qu'écoutez, c'est oui, c'est notre pilote, mais en même temps, on est conscient qu'il ne vient pas d'un milieu américain également, qu'il vient d'un milieu canadien. Déjà là, je trouve que c'est quand même de montrer un peu plus de respect, surtout de connaissance du pilote qu'on acquiert pour la saison. Donc, franchement, de ce chapitre-là, moi, je lève mon chapeau à GMS. Je pense qu'au niveau marketing, on fait de l'excellent travail là, dès le départ dans ce nouveau partenariat. Tu as mis le doigt sur le bobo, Luc. De mon côté, ce que je reprochais un peu à KBM, c'est qu'on essayait d'américaniser un Lessard. On essayait Oui, bon, on savait qu'il venait pas des États-Unis, mais il course en cars, il a coursé en ARCA, il a fait le cheminement typique américain qui a mené à cette situation bizarre-là. Tandis que GMS, on le prend, puis on dit, bon, au lieu de le faire devenir Stars and Stripes, on va prendre son bagage culturel, on va le présenter comme qu'il est, et c'est son talent en piste qui va parler. Et ça, je pense que vraiment, c'est l'approche que les équipes américaines devraient tous avoir. Écoutez, on a vu Daniel Suarez rentrer dans le passé, il a gagné un championnat Xfinity. Est-ce que le talent a suivi en Cup par la suite? Ça, c'est discutable. Mais reste que Suarez a été présenté comme ce qu'il était, c'est-à-dire un Mexicain. Et il a été américanisé d'une certaine façon, mais on ne l'a pas présenté là, comme un produit typiquement américain qui n'a pas profité de ces racines-là. Donc, à mes yeux, il y a une ouverture très intéressante là, de ce côté-là qui ne fait que, comme je l'ai mentionné, être que du bénéfique là, pour la carrière de Raphaël. Tout à fait. Donc, à suivre de son côté, deuxième saison du côté de la série NASCAR Gander Outdoors. Gander Outdoors. Voilà, merci beaucoup. Donc, Gander Outdoors de son côté, on va suivre ça évidemment tout au long de l'année 2021. Également, un autre qu'on va suivre, je pense pour les raisons totalement opposées, c'est Santino Ferrucci qui a été signé en Xfinity cette semaine. Enfin, il va être à une bonne place pour rentrer dans le char de quelqu'un. Enfin, il a compris. Je suis tellement fier de lui. Non, sérieusement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il a souvent conduit de la monoplace, quitte à faire des frasques inutilement, notamment en F2. Tu sais, quand tu scrapes quand même une chance, quand tu cours en F2, faut quand même le faire. Mais ça, désolé, ça, c'est petit éditorial. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire en Xfinity. Il y a plusieurs pilotes qui ont passé de l'IndyCar ou de la monoplace et qui sont talents en NASCAR, qui ont eu beaucoup de difficultés à faire la transition. Il est plus jeune. Ça peut donner une chance. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit flamboyant dès le départ. Ça, c'est clair, net et précis. Est-ce qu'il peut terminer la saison dans la chase, en faisant la chase? Il va y avoir des top 10 dans la saison, mais de là faire la chase, j'ai un gros point d'interrogation. C'est sûr et certain que c'est très difficile à évaluer puisque l'échantillon est pas là. Je veux dire, il a été faire quoi, 1-2 saisons en IndyCar après ses frasques en Formule 2 en 2018. Ouais, il a fait 4 courses en 2018 et 2 saisons complètes chez Denko Racing en Indy par la suite. À mes yeux, ça reste encore un gigantesque point d'interrogation. Maintenant, est-ce que c'est un pari que l'équipe qui l'embauche fait? Définitivement. Je pense que de son côté, c'est un contrat à temps partiel. C'est ce que je note de ce côté-là. Donc, il va avoir une saison de 20 courses chez Samont Racing qui, bon, c'est pas la mer à boire, là. On est loin des gros noms de la série. Donc, définitivement, si on va chercher quelques bons résultats, on va faire tourner quelques yeux, mais il va arriver là avec toute la pression du monde. Et à la moindre faute, le reste du paddock va savoir à quoi s'attendre. Il se fera pas donner. Pas juste les taper ses doigts, Luc.
Et C'est vrai qu'en il achetant risque de se des faire points et brasser. des Là. casques qui peuvent se faire ils partent assez vite. Mais Ah oui, les coups de bumper viennent vite. par exemple, Ferrucci a quand même un avantage allant Xfinity, puisqu'on va rouler dans des pistes relativement tranquilles dans les 75% de la course du début, comme par exemple Daytona ou Talladega. Donc, il pourra utiliser son téléphone cellulaire pour envoyer des textos quand on va lui tenter. Ah, Il Brad suffit juste Keselowski pour lui le d'être fait. vigilant dans les 25 derniers pourcents de la course. Keselowski le fait en COP sur un drapeau rouge, donc pourquoi pas? À Daytona, justement. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut À pas Daytona ou à entendre? Pocono? C'était un des deux. Ah, c'est un 2.5 000 de toute façon. Ah, donc voilà, ça change. Que dire de plus? Donc, on va passer maintenant du côté de la course virtuelle. Donc, Alex Bergeron, ça va toujours très bien, excepté on a eu un petit pépin en fin d'épreuve lundi soir. Qui avait mené 30 des 35 tours de l'épreuve après une qualification parfaite en pôle. Vraiment avait fait tout le nécessaire là, du côté de Kokomo pour ramener tout ça à la maison. Et malheureusement, un incident avec un retardataire qui est venu le reléguer jusqu'au 4e rang. Un résultat qui lui convient tout de même. Il garde 2 points d'avance là, avec 2 épreuves à compléter à cette campagne là, du côté de la série Sprint Car de World of Outlaws. C'est très chaud, c'est très serré. Kevin Hardwell, qui est un adversaire de taille, vraiment, c'est une bataille à deux chevaux. Là. On se le cachera pas. Il n'y a pas vraiment de possibilité pour les pilotes derrière là, de rattraper au classement. Par contre, ça veut pas dire qu'un James Edens, qu'un Tim Ryan ou qu'un autre pilote derrière n'est pas une menace à chaque épreuve. Le calibre est incroyable dans cette série-là. C'est extrêmement serré. Sur la trentaine de pilotes qui participent à chaque soir, il y a toujours au moins 4-5 différents pilotes qui vont tirer leur épingle du jeu et ça varie de semaine en semaine. Donc, c'est très intéressant et évidemment, tout un défi qui s'annonce. Alex qui y va pour un 3e consécutif. Il a 3 victoires déjà cette saison. C'est pas réglé encore. Il reste 2 grosses épreuves du côté de Williams Grove, qui est une piste qu'Alex adore. Une piste qui lui a toujours souri dans le passé. Il l'avait déjà remporté, c'est pas l'an dernier, c'est l'autre d'avant. J'ai 2019 en tête, donc je crois que c'était l'an dernier qu'il avait remporté du côté de Williams Grove. Et ça se termine à la Dirt Track à Charlotte, qui est un très petit tracé, tiers de mille ou demi-mille au maximum, qui va vraiment là, changer l'allure des choses. C'est toujours intéressant de voir. Donc, c'est sûr qu'on garde un œil sur notre fierté québécoise au niveau des championnats du monde d'iRacing. Restera aussi plus tard dans l'année les late models comme à l'habitude. Mais disons que on est encore en bonne voie du côté d'Alex. Reste qu'il faut terminer le travail. Là. C'est toujours les lundis à 21h sur les chaînes des réseaux sociaux d'iRacing, que ce soit iRacing sur YouTube ou Facebook. Je crois que ça passe sur Dirt Vision aussi. Les gens de Terre battue qui y sont abonnés, évidemment, pourront profiter là, de la diffusion à cet endroit. Donc, à suivre, à surveiller. C'est sûr et certain que les qualifications puis les heats sont extrêmement importantes. C'est des points ramassés. La raison pour qu'Alex est encore en avant, là, parce qu'il avait une très bonne qualif et une très bonne vague, donc une victoire dans sa vague, ce qui fait que on a encore d'espoir. Voilà, donc à surveiller de ce côté-là. Il reste encore quelques semaines. Et évidemment, on souhaite encore une autre victoire, un autre championnat là, pour notre petit Québécois que l'on connaît tous et apprécie tous, évidemment, de notre côté. Maintenant, eh bien, dernier sujet du jour. On va aller donc du côté des séries que l'on diffuse sur nos ondes. Et bref, 2 séries qui commencent cette semaine. Pour commencer, bien la série NASCAR Cup, la Croix Tuning. Et oui, ça a changé de nom. Ce n'est plus le Tour Chaudière qui va être derrière cette série, ou plutôt qui commandite. C'est le Croix Tuning que vous connaissez tous dans la région de Montréal pour supporter le pilote Kevin Lacroix et plutôt sa compagnie, en fait, carrément. Et GT Championnat Québec également qui commence cette semaine. On va commencer avec la série NASCAR Cup, la Croix Tuning. Et Eric, Pierre-Luc. Pour commencer, Pierre-Luc, toi tu participes cette saison, je crois, à la série. Oui. Eric, toujours à la description. Pouvez-vous nous en parler un petit peu à quoi on peut s'attendre cette saison? Moi, j'ai eu le privilège, puis j'aurai le privilège de courir avec ces pilotes-là cette saison. J'ai eu vraiment je le répète encore une fois, j'ai eu le privilège de courir la semaine dernière contre François Benoît, Magin. Bon, je dirais bien frère Moreau, mais il était loin devant moi, évidemment. Hein? En fait, ils m'ont doublé. Hein? Donc, Mais quand même, sérieusement, là, on va avoir une série relativement relevée cette année. Là. Si vous avez aimé le produit que
on a eu l'année dernière. Cette saison, vous allez encore adorer là, ce qu'on va avoir là, en termes de pilotage. Oui, et la série qui s'est grillée, là, on a encore une fois renouvelé plusieurs belles ententes. Tu mentionnais, Olivier, juste pour être certain, certes, le commanditaire principal de la série, c'est l'Aqua-Tuning, mais Roland Chaudière qui est toujours dans le coup en tant que partenaire et commanditaire. Déjà, la course de ce vendredi, elle est présentée et commanditée par KMR Warrior et Drouin et Frères, qui offrent des très belles bourses, là, 50, 30 et 20 $ en jeu pour cette épreuve. Et on a tout juste annoncé plus tôt dans la journée également la signature. Donc, on voit à l'écran là, le calendrier de la saison. Les épreuves de Indianapolis ainsi que de ISM qui sont commanditées par A1 Simulation et Fingo.ca. 2 bourses de 100 $ pour le podium pour ces épreuves. Et il y a également Normand Gobeil qui revient pour là, cette épreuve-ci, malheureusement, ça m'échappe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura Jean-François Lavoie pour nous en parler en entrevue en début de course ce vendredi. Il va tout nous présenter les nouveautés. On a ajouté quand même un minimum de licence B et de 1500 iRating cette saison. Donc, on vient un peu niveler là, le tableau. On va aller chercher là, un certain calibre pour garnir la grille là, d'une bonne variété de pilotes. Et ça, ce que je trouve intéressant, c'est que certes, ça va peut-être pas venir jouer là, sur le top 5, top 10, mais ça va regarnir les luttes là, du 10e au 30e rang. Pierre-Luc, il n'est pas piqué des verres. Là. Il en a de l'expérience en NASCAR. Je m'attends à le voir se battre pour certains top 10 à certaines occasions. Évidemment, configuration ouverte, là, c'est toujours un bon défi, mais ça s'annonce quand même très intéressant. Et là, je vois Luc qui a le doigt de ville depuis tantôt. Ouais, en fait, ma question, c'est Dallaire, t'as vraiment 1500 d'i-rating au moins? Moi, je suis sûr que c'était pas. En routier, peut-être pas, mais en aval, oui. Dallaire, fallait que je le fasse. En aval, je l'ai. Je dis pas que ça fait pas longtemps, là. Ça fait quelques années, là. Eric, il s'en rappelle, là, de la dernière fois que j'ai fait une officielle en NASCAR, ça fait probablement 5 ans. Là. Le gars, en camionnette, il est rentré pas de pratique, il a fini 3e. Moi, je m'en rappelle de celle-là. Moi, je m'en rappelle de celle-là, hein, c'est ce que je pensais. Mais oui, les réglages de la voiture vont jouer pour beaucoup, puis c'est là que moi j'ai un peu de difficulté. Ça n'a jamais été mon fort vraiment de faire des setups. Mais écoute, je vais essayer d'y aller avec un bon coup de volant, mais on a tout qu'un field là, cette année. Là. On a tout qu'une lignée de pilotes. Là. Tu te débarrassais pas de ton Trustmaster, toi, pour arrêter de courir, justement? Oui, mais le NASCAR, c'est le NASCAR. Mais bon, tu peux courir avec un G27 en NASCAR, il n'y a pas de problème. Mais en fait, je ne courrais pas avec un volant de Formule 1 en NASCAR. Non, tu sais que je te taquine. Là. Ben, tu sais. Moi, je sais comment ça va se régler à un bon moment donné. Pierre-Luc va pratiquer un soir, puis je vais dire à Luc, hey, viens donc l'essayer, bon, on va voir qui tourne le plus vite. Ah ouais, c'est ça. Ah, ça veut dire que le rating va commencer à être gros, là. Ça veut dire que ça va être moi qui va être le plus rapide, ça, faut que je comprenne? Non. Oh mon Dieu! Là, tu viens de te creuser un trou, toi, là. Écoutez, oubliez ça. C'est sûr et certain que Dallaire me clenche par 2 secondes parce que sur Oval, je l'assume pleinement. Je suis une vraie marde. Pas par 2 secondes. C'est peut-être 2 secondes après 10 tours, là, mais pas 2 secondes par tour. Ah, on on peut s'entendre là-dessus. Il y a des circuits routiers aussi dans ce calendrier-là, comme Lee nous l'a montré tout à l'heure. Et un qu'on voit dans le Chase, pour revenir à la série Lavoie, évidemment, là, Road America dans le Chase. Ça va être très intéressant. Une belle courbe, je vais le dire comme ça. Là. Oui. Une très belle courbe. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit audacieux à ce point-là. Un tracé avec les stock cars, c'est du capricieux. Faut être prudent, faut être doux sur la pédale. Le carrousel qui n'est pas un virage agréable à prendre dans ces voitures-là, mais ça risque de faire briller certaines étoiles montantes. On risque d'avoir plusieurs belles surprises cette saison. Bien évidemment, ça commence ce vendredi 20h40 sur les ondes de SFTV avec une entrevue évidemment avec Jean-François Lavoie qui va être en mesure de nous présenter toutes les petites nouveautés et qu'est-ce qui s'en vient. Et surtout, la grosse nouveauté, il y a un enjeu cette saison des plus spectaculaires. Une journée là, littéralement en radical là, au circuit Icar. Tout un cadeau, je me dire si c'est un cadeau ou un prix, là, on peut dire comme ça, pour le champion de la saison qui va se mériter là, toute une expérience plus tard cet été. Donc, chapeau. Vraiment, je pense que l'organisation d'Allen Productions fait tout un travail avec cette série-là.
On est en mesure d'aller chercher des gros noms, d'aller chercher des commentaires. Il y a Jeff Côté qui s'est rejoint aussi là, comme pilote cette saison. Un autre chevronné qui a fait sa marque autant en réel qu'en virtuel. Donc, ça s'annonce très intéressant. Risque d'avoir là, toute une ambiance en piste. La vraie balle courbe, Eric, par exemple, pour finir sur le calendrier, si on avait mis Austin. Ouf! Aussi. Oh, là, ça aurait été une vraie balle courbe. Ouais. Combien qui aurait fini l'épreuve, par contre? On rentrera pas dans ce détail-là. Même Road America, je t'avouerai qu'elle n'est pas plus. Austin, tu as des zones échappatoires, tu peux sortir large. À Wisconsin, oublie ça, là. Road America, je m'avancerai pas trop, là, mais Road America, si vous mettez quelques roues hors piste, il y a de la litière à chat. Ouais, en effet. Et on va y revenir dans quelques instants d'ailleurs par rapport à cette litière à chat-là. Maintenant, vous d'ailleurs, est-ce qu'il y avait autre chose que vous voulez rajouter par rapport à cette série? Autre que l'invitation de vendredi, évidemment, 20h40 sur les ondes de SFTV. Votre référence, c'est Racing au Québec. Ça fait le tour. On a une très belle saison en vue. Deuxième sur les ondes de SFTV. Qui va évidemment s'étirer tout au long du printemps. Donc c'est un rendez-vous tous les vendredis à ne pas manquer. Et bien évidemment, j'aurai tout le plaisir du monde à la description de ce côté-là. Et je vais garder un œil aussi sur la 12, la 22. J'ai pas eu la chance d'apprendre quel numéro tu vas porter. La 12, mais d'après moi, tu iras pas voir souvent dans ce coin-là. On sait jamais. Moi, j'ai vu des surprises l'an dernier de certains pilotes qui nous ont réservé des départs en 28e pour finir dans le top 10. Clin d'œil à Steve Drouin. Oui. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment l'échiquier va se présenter cette saison. Qui a très bien performé en passant pendant la course d'essai qu'on a fait, si je ne me trompe pas, à Las Vegas, vendredi passé. C'est pas nous qui l'a fait, c'est pas nous qui l'a fait Pierre-Luc, hein, fait que... Non, malheureusement, mais je tiens à le mentionner, Steve Drouin, il est à son plus fort là, cette année. Là. Il va connaître une très bonne saison, j'en suis sûr. Donc, ça sera surveillé de ce côté-là. Maintenant, du côté du GT Championnat Québec, eh bien, on va commencer par parler un peu de l'Enduro qui s'est déroulé samedi dernier. Luc, on a le classement à l'écran. Donc, c'est l'équipe ZRT qui a remporté, vous voyez, 49 points contre 45. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est Enduro, eh bien, c'est un Enduro qui était sur 6 heures, 3 courses de 2 heures qui se déroulaient une à la suite de l'autre. Les points étaient accumulés selon un barème de 10, 9, 8, 7, ainsi de suite, jusqu'à la 7e position. 2 classes, LMP1 et GT3. Et donc, c'est l'équipe ZRT qui l'a remporté avec 49 points face à 45 pour l'équipe de High Voltage Racing. Les deux qui se sont battus tout au long de la soirée. Et finalement, ça aurait été à l'avantage de ZRT qui a fait un bon travail, surtout dans la première course avec Psycho, qui a littéralement dominé l'épreuve de l'MP1. Écoute, c'était même pas un photo finish. Je pense qu'il avait terminé 25 secondes d'avance sur Oncle Bou. Si ma mémoire est bonne, Guy avait terminé 3e. Au niveau de la catégorie de l'MP1, c'était une course pour la Fondation du cancer du sein. Les pilotes qui ont été en mesure, ainsi que l'événement, est en mesure de récolter 1 000 $ pile poil pour la Fondation, ce qui est très bien pour ce type d'événement. Alors, chapeau à tous les pilotes et à tous ceux qui ont accepté d'effectuer un don, surtout au cours de la dernière année. Ça n'a pas été évident pour tout le monde non plus. Donc, vraiment, là, cet argent-là, ce beau petit 1 000 $, là, la Fondation du cancer du sein va certainement le prendre avec beaucoup de plaisir pour venir en aide notamment à la recherche. Donc, c'était vraiment une très belle cause. Et pour ce qui est des choses sérieuses, on commence le tout. Ce vendredi, à compter de 20h, on sera au Red Bull Ring. On commence en Autriche, dans la région de Spielberg. Et il y a quelques changements, en plus, Olivier, au niveau des pilotes. Je ne sais pas si tu vas en parler en premier ou si j'y vais. Mais disons que la fierté du championnat l'an passé, Mikey Mike, qui est de retour, tout comme Neantisto. Samio est encore là, lui qui avait très bien fait, lui qui est arrivé un petit peu sur le tard, par exemple, au cours de la saison. Ça l'a peut-être privé d'un top 3 au niveau du championnat. Il y a des nouveaux venus. Il y a Milka, Filippo Cala et ces deux pilotes-là, Olivier, ils ont quelque chose de spécial. On dit 6 heures de décalage, c'est ça? Oui, selon les informations que j'ai eues, donc ce sont deux pilotes européens, donc qui sont habitués de courser dans les séries de GT Sport européennes, donc ça va ajouter un petit
un petit piquant à cette série qui, je dis pas qu'elle en avait besoin, au contraire, parce que Niantisto mène toujours un bon challenge là, face à Mickey Mike. Par contre, Mickey Mike qui, depuis le début de la saison dernière, là, vraiment avait démontré pourquoi il était le meilleur de cette série. Et cette année, déjà, Luc, je pense qu'on peut mentionner, alors qu'on voyait là, que l'horaire, là, vous avez vu l'horaire à l'écran pendant quelques instants, c'est encore le favori selon moi, Mickey Mike, pour remporter. Par contre, Niantisto est toujours présent. Samio, s'il peut réussir à trouver la constance, et c'est ce que je lui souhaite pour 2021, sérieusement, il est dans le coup pour la lutte pour le championnat. Milka et Filippo Kala, j'ai hâte de les voir sur piste, de voir ce qu'il donne. Malheureusement, on n'a pas vu la comparaison directe là, avec les autres pilotes qui sont déjà présents au sein de la série, mais vraiment, j'ai hâte de voir tout ça. Et ça, mesdames et messieurs, c'est dès 20h55 sur les ondes de SFTV pour la première ronde de la saison. 19h55, tu veux dire. 19h55, merci beaucoup. Donc, comme tu viens de mentionner, Luc, au Red Bull Ring en Autriche. Donc, on commence la saison à la même place que la Formule 1 a commencé l'année dernière. C'est même intéressant de voir ça. Et en GT3 d'ailleurs, cette année, c'est GT3 et GT500 qui vont s'alterner semaine après semaine pour ce qui est de la saison. Donc, 19h55 sur les ondes de SFTV pour la première ronde de la saison du GTCQ Division 1 Taxi du Nord. En terminant, eh bien, mentionnons également pour ce qui est du iRacing Challenge, donc la série qui revient de notre côté sur SFTV pour une autre saison. Première ronde qui sera diffusée dans quelques instants, qui se déroulera du côté de Road America. Donc on vous invite évidemment à rester avec nous, parce que dans quelques instants, ça va se dérouler. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup, messieurs à la maison. Merci beaucoup, messieurs et madame à la maison. Merci beaucoup, vous trois également, qui êtes toujours présents ici au sein de la balado. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de cette balado SFTV. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, tout le monde. Salut!